C'est rassurant parce que ton discours, il est authentique. Vous voulez un talk show sans bullshit, sans blabla. Tu es venu et tu as répondu aux questions. On peut la montrer. Alors, qu'est-ce qu'on a avec nous là? Ah, Ironman. Tu es finisher d'Ironman. Wow. Donc, il y a 10 ans, j'étais à Zurich le 27 juillet 2014 et j'ai fait mon premier et mon unique Ironman. Je leur dis, le sujet, il n'est pas d'ouvrir des écoles. Le sujet, il est déjà de remplir les bancs existants. Au moment où je suis au lycée, en terminale, et que je vais cliquer sur Parcoursup, il faut que je puisse avoir envie d'aller dans une école d'infirmière. Et ça, c'est un vrai sujet. Bienvenue sur Health Tech in Progress. Avec Meriadec Guignard et David Mercier. Parti, je crois qu'on peut repartir en chanson, David. Bon, allez. La 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 la. David, tu voulais faire l'intro, il me semble. Du coup, à toi de jouer. Merci Jamel de te prêter au jeu. Merci pour l'invitation, David. Meria, heureux de te retrouver pour ce deuxième talk show Health Tech in Progress. Alors, évidemment, je suis ravi de rencontrer Jamel dans ce talk show. Pourquoi ? Parce que Jamel, il a été à la base d'une révolution dans le système des achats, pas que la GDS, mais ça a été une espèce de lame de fond sur la façon d'acheter et en fait les process que tu as amenés de chez Valeo en fait, puisque voilà, et Valeo est connu et reconnu pour être pour faire une masterclass en termes d'achat, et donc tu as apporté tout ça, c'était totalement nouveau et en réalité c'était hyper révolutionnaire. Et c'est comme ça que je t'ai connu, parce que derrière ça a eu un impact forcément sur la façon de recruter les commerciaux et les managers des ventes, parce qu'en réalité il y a eu quelque chose qui s'est passé à partir de 2009. Voilà, ça va être l'histoire qu'on va raconter dans cet épisode. Donc dans cet épisode, effectivement, on va parler de ta vie. Oui, il fallait poser le contexte. C'est ce qu'on nous avait reproché sur le premier épisode. On nous avait dit il faut poser les bases. Donc oui, effectivement, on va aborder ta vie, on va parler d'un petit peu de ton œuvre, mais d'abord de qui tu es peut-être. Est-ce que tu peux te présenter ? Parce qu'on t'a toujours pas donné la parole. Donc voilà, Jamel, est-ce que tu vas bien ? Jamel, est-ce que tu vas bien ? Écoute, je vais très bien. Merci à vous deux pour cette invitation. Je n'imaginais pas que cette séquence allait démarrer avec autant d'élan. Objectivement, moi, c'est peut-être, David, le plus beau compliment que tu pouvais me faire, parce qu'au-delà, je dirais, de la performance qu'on a essayé de mettre en œuvre, c'est vrai, dans les années 2008-2009, au moment où j'ai rejoint le secteur de la santé. Moi, un de mes objectifs et ce qui m'anime, c'est de faire bouger les lignes. Et dans ce que tu décris, encore une fois, avec beaucoup d'humilité, j'ai l'impression que, modestement, on a réussi à faire bouger les lignes, on a réussi à faire bouger des pratiques, on a réussi à faire bouger des habitudes. Et quelque part, ouais, c'est un peu ce qui m'a animé et ce qui m'a amené aux différentes fonctions que j'occupe désormais. Alors, ce que j'ai évidemment entendu beaucoup, c'est aussi ton souhait de vouloir établir des partenariats avec les industriels de la santé. En réalité, une fois que vous vous êtes trouvés, j'ai l'impression que c'était nettement plus fluide. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tu as développé une belle carrière chez Ramsay, parce que voilà, je te laisse te présenter, parce que on aimerait bien savoir maintenant qui tu es, ce que tu fais, parce que on parle de ça, c'était il y a 15 ans maintenant, donc c'est un peu du passé, mais enfin c'est aussi l'histoire qui t'a permis de te construire aujourd'hui. Donc Jamel Ouanda, moi j'ai un peu moins de 50 ans. Je suis directeur de la transformation chez Ramsay Santé. Ramsay Santé, comme vous le savez, est un des leaders européens de la prise en charge intégrée, des soins intégrés. Et puis dans ce groupe que je connais maintenant depuis un peu plus de 16 ans, j'ai occupé des fonctions très corporate, et j'ai commencé effectivement aux achats. Mais de la même manière, j'ai occupé des jobs très opérationnels avec des directions d'établissement, ce qui m'a amené quelque part à avoir
je dirais, une lecture assez complète de ce qu'on fait, avec une vision potentiellement stratégique, mais aussi très opérationnelle. Parce qu'à un moment donné, une stratégie, c'est bien, mais il faut que ça puisse devenir une réalité. Et qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre le secteur de la santé? Parce que tu étais chez Valeo. Ouais, c'est la question que je me posais, c'était que tu n'étais pas dans l'industrie de la santé. D'ailleurs, la plupart des leaders santé, ils font toute leur carrière dans la santé. Qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas? Parce que du coup, pour nos auditeurs, effectivement, tu étais chez Valeo, automobile. Qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas? Moi, j'ai passé 10 ans dans l'industrie automobile avant de rejoindre la santé. Je me suis éclaté dans l'industrie automobile parce que c'était une période faste, un environnement qui était très concurrentiel, très compétitif, très formateur. J'ai bossé pour l'essentiel de ma carrière à l'étranger. J'ai passé 2 ans en Italie, j'ai passé 3 ans en Pologne avec des projets qui étaient juste hyper intéressants. Et avant de rejoindre la santé, sur mon dernier job, j'étais en interaction avec des équipes qui étaient aux États-Unis, en Chine, au Japon, avec des projets hyper motivants. Et pendant ces 10 années, à un moment donné, j'avais le sentiment un peu d'être un peu bridé, parce que le revers de la médaille d'être dans des environnements très processés, c'est justement qu'on n'a pas suffisamment de marge de manœuvre, pas suffisamment de place à la créativité, à l'innovation. Et puis, j'avais envie d'apporter ma patte. Et donc, je commençais à regarder un peu ce qui se passait à l'extérieur. À ce moment-là, j'ai un de mes anciens patrons, comme quoi c'est souvent une histoire d'homme, un de mes anciens patrons qui était justement chez Général de Santé à l'époque, et qui m'a appelé, qui m'a dit « Jamel, il y a un poste de directeur des achats dans le groupe, est-ce que ça t'intéresse ?» Et puis, c'est drôle que il y a une notion de confiance et il m'a appelé au bon moment. C'est drôle que tu dises que tu te sentais bridé chez Valeo et que tu sois parti dans la santé, parce que justement, on considère, peut-être à défaut, je ne sais pas David si tu peux confirmer, mais que la santé, c'est quand même un milieu qui est extrêmement bridé. Donc ce choix, il paraît peut-être un petit peu challengeant. Alors certes, c'est très réglementé, on est bien d'accord, et puis il y a un certain nombre de normes, etc. à respecter, parce que les enjeux de sécurité vis-à-vis des patients sont majeurs. Néanmoins, sur la façon dont on fait les choses, il y a des degrés de liberté qui sont beaucoup plus importants. Et quelque part, en quittant l'industrie, j'avais l'impression de passer effectivement d'un environnement très structuré, très processé, comme je vous le disais, à un environnement où il y avait un terrain de jeu qui était juste extraordinaire. Parce que je pense que c'est 2 environnements qui étaient à des niveaux de maturité très différents. Et il y avait tout à construire. Donc, c'est ça, il y avait tout à construire. Et alors, avant, les chirurgiens étaient les acheteurs ou les ingénieurs biomédicaux ou les pharmaciens. En réalité, ce n'était pas du tout leur métier. Donc, quelque part, ils achetaient... ils négociaient pas forcément les prix. Maintenant, on a un peu l'impression que les médecins, ou les chirurgiens, ils ont perdu totalement la main sur les achats. Est-ce qu'ils choisissent quand même malgré tout leur matériel, ou est-ce que l'industriel, s'il n'a pas réussi à se mettre d'accord avec les achats, est-ce que on dit aux médecins, désolé, il faut que tu travailles avec d'autres matériels qu'on a sélectionnés pour toi. Ça se passe comment, ça? Bon, ça, c'est la plus grosse crainte des médecins. Parce qu'ils considèrent, à juste titre, qu'il y a la liberté de prescription et que dans ce cadre-là, c'est eux, dès lors qu'ils prennent en charge un patient, qui engagent leur responsabilité, et on ne la remet pas en cause. Mais avant de répondre à ta question, David, je pense qu'il y a différentes natures d'achats. À l'époque, les achats chez Général de Santé, ça représentait à peu près 600 millions d'euros d'achats. Et dans ces achats, il y a des sujets, des catégories d'achats, pour utiliser du jargon technique, sur lequel, quelque part, le chirurgien n'a pas de préférence particulière. Ça peut être c'est ce que j'appelle des commodités. Ça peut être quoi, par exemple? Ça peut être, alors historiquement, j'avais pris l'exemple des gants, mais c'est pas le bon exemple. Mais ça peut être du drapage, ça peut être un certain nombre de produits qui sont communs et pour lesquels, quelque part, fonctionnellement, on a un marché qui est concurrentiel. Il n'y a pas une techno particulière. En fait, pour l'illustrer, plus on s'éloigne de la main du chirurgien, plus on a de liberté de choix.
Et plus on se rapproche de la main du chirurgien, et plus, quelque part, on est sur des approches qui sont différentes. Donc, quand on parle d'achat, pour moi, c'est un vieux métier. Donc là, je vous ressors des choses que j'ai pratiquées par le passé. Les catégories d'achat simples, on met en concurrence, on analyse le marché, et puis, quelque part, on fait des choix sans que ça n'ait d'incidence sur les pratiques. Là où ça devient beaucoup plus complexe, effectivement, c'est quand on vient toucher à des produits type des implants, type des produits qui sont très, très importants ou qui ont une incidence forte pour la pratique du médecin. On a mis en œuvre ce qu'on avait appelé avec mes collègues à l'époque la médicalisation des achats. Okay. Moi, depuis le siège, avec les équipes qui m'entouraient, qui étaient des professionnels des achats, j'ai pas la légitimité. Je suis pas médecin, j'ai pas la légitimité pour dire quel est le bon produit à utiliser. C'est pas mon job. Okay. Mon job, c'est de mettre en situation les décideurs, qui vont nous dire leurs spécifications, leur cahier des charges, ce qu'ils attendent, et au regard de ce qu'ils vont définir, m'assurer qu'on réponde au mieux à leurs besoins. Et donc, quelque part, dans la démarche que moi, j'ai voulu instaurer, contrairement à ce que certains croyaient, c'est pas moi qui décidais des produits qu'on utilisait. Sur des produits très spécifiques, et j'ai plein d'exemples à citer si vous voulez, on réunissait les médecins. Pour prendre un exemple le plus simple, on avait commencé sur des implants monofocaux de cataracte, on réunissait les médecins et on leur faisait part des consommations historiques. On leur demandait quels étaient, selon eux, les meilleurs produits. Et on ne parlait pas de prix, on ne parlait pas d'argent, parce que le sujet, ce n'est pas ça. Le prix, et ça a été mon... j'ai répété ça en permanence avec mon bâton de pèlerin, le prix n'est qu'une composante du coût. Oui. Si j'achète le produit le moins cher, mais qu'in fine, j'en utilise 2 fois plus, ou que ça ne réponde pas aux besoins, ou que la qualité n'est pas bonne, ou que le service n'est pas bon parce que le fournisseur livre toujours en retard, in fine, ça nous coûte plus cher. Ça met le patient, ça met l'organisation en stress, ça met le patient en danger. Et donc, moi, j'ai toujours milité sur le fait qu'il fallait qu'on choisisse les meilleurs produits d'un point de vue qualité, d'un point de vue service. Et le prix, après, je dirais, c'est la dernière composante à analyser et à challenger parce que il faut intégrer cette notion de coût dans sa globalité. Et donc, dès lors qu'on explique aux médecins qu'ils vont choisir les produits, que je n'ai pas d'avis sur les prix et que je prendrai le produit et on sélectionnera les produits qu'ils utilisent, là, on a gagné. Et est-ce que tu dirais que dans les techniques de vente des commerciaux que tu as vues à l'époque, est-ce que tu as vu un vrai décalage avec l'industrie automobile? C'était quoi ton premier regard sur les vendeurs de l'industrie de la medtech? Alors, encore une fois, c'est un sujet de maturité. Moi, ce qui m'a particulièrement frappé, c'est l'intimité, dans le sens positif du terme, l'intimité entre les commerciaux et de la medtech et de la pharma avec les médecins. Alors l'intimité, mais aujourd'hui... ça sortait du cadre professionnel, en fait. Ouais, c'est remis en cause aujourd'hui, cette intimité, puisque on peut quasiment plus voir un chirurgien aujourd'hui lorsqu'on est commercial. En tout cas, ça devient de plus en plus codifié et c'est compliqué. Et d'ailleurs, il y a une certaine époque, il y avait des commerciaux qui allaient au bloc opératoire. Ça, c'est une petite anecdote. Ouais, ça existe plus du tout, petite anecdote. Moi, dans mon ancienne vie, à chaque fois que je me rendais chez un industriel, chez un fournisseur, etc., quand j'arrivais à l'entrée de l'usine, on me demandait de laisser ma carte d'identité. Et bien évidemment, je n'arrivais pas de manière improviste. J'avais planifié, j'étais présenté, je laissais une pièce d'identité. Et tout ça se faisait, je dirais, de manière assez classique. Quand j'ai rejoint le groupe, le premier établissement de santé que j'ai visité, le premier bloc opératoire que j'ai visité, la première personne que j'ai rencontrée en rentrant dans un bloc opératoire, c'était un commercial. Un commercial, d'accord, ok. Un commercial qui avait... Et objectivement, c'est pas caricatural ce que je vais vous dire. Il avait dans un sac, dans une main, des croissants, mais vraiment, hein, et dans l'autre main, il avait des produits. Wow. Et là, pour moi, ça a été juste
illustrative des pratiques. Encore une fois, moi, je pense qu'il faut faire preuve d'un peu d'humilité. C'est avant tout une maturité. C'est des pratiques qui étaient installées, ça a fonctionné comme ça. C'est en décalage par rapport à d'autres secteurs. Je le sais, je l'ai vécu. Maintenant, il faut apporter la pédagogie, il faut expliquer. Et puis, vous savez mieux que moi que la législation s'y est mêlée parce qu'ils ont commencé à poser un certain nombre de cadres pour éviter ces déviances. Et oui, parce qu'on a même vu, si on pousse encore un peu plus loin, des commerciaux qui instrumentalisaient. On dit comme ça ? Non, pas instrumentaliser, qui instrumentaient. Qui instrumentaient. Ah oui, d'accord. Qui instrumentaient au bloc opératoire. Je ne sais pas si tu l'as vu, ça ou... Ah, moi, j'adore aller dans les établissements de santé parce qu'à chaque fois que j'y vais, j'apprends des choses. Encore aujourd'hui, quand j'y vais, j'apprends des choses. Tu vas encore ? Tu prends le temps quand même d'aller dans les établissements de santé aujourd'hui ? Je m'oblige dans mon agenda à me dire à minima, et j'aimerais y aller beaucoup plus souvent, mais j'essaye systématiquement d'avoir à échéance régulière une visite dans un établissement. Ok, ça fait partie aussi de tes méthodologies pour changer, etc. Capter, récupérer de l'information, essayer d'aider si je peux aider en apportant une réponse rapide. Mais moi, je dis toujours à mes équipes, aujourd'hui, nous, on est au siège, il y a des établissements de santé, et sans offense pour tous les gens qui travaillent à côté de moi et autour de moi, mais... si demain on retire les établissements, il n'y a plus de siège. Si on retire le siège, il y aura toujours des établissements. Ok. Je voulais revenir sur ce podcast, parce que l'idée c'est aussi de parler un petit peu de ta vie. On a discuté avec Laurence. On a discuté avec. Il parle de Laurence, il s'étouffe. En parlant de Laurence, on a discuté avec Laurence de son parcours, etc. Et elle disait qu'elle était un pur produit de l'ascenseur social. Est-ce que toi, c'est le cas aussi ? Je pense, oui. Je pense. Moi, mon père, il est arrivé en France dans les années 70. Il a fait plein de petits métiers. Ma maman, elle s'est occupée de nous. Elle faisait de temps en temps des heures en tant que femme de ménage. Et puis, j'étais dans un cadre qui ne me prédestinait pas forcément à ce que je fais aujourd'hui. Je pense que... moi, j'ai eu une enfance heureuse, j'ai eu énormément d'amour, mes parents m'ont transmis des vraies valeurs et je les remercierai jamais assez pour ce qu'ils ont fait pour moi. Après, je pense que j'ai eu la chance d'être confronté à tellement de difficultés, de souffrances sociales autour de moi que j'avais envie de me battre. Et quelque part, le système éducatif français et les études ont été pour moi une vraie opportunité. Donc, je me suis accroché, je me suis défendu, et puis avec beaucoup de ténacité, de volonté, du travail, je pense que petit à petit, je me suis fait mon chemin. Qu'est-ce que tu voulais faire ? Est-ce que tu avais un rêve quand tu étais petit ? Vous n'allez pas me croire. Tu voulais faire numéro 2 de Ramsès, c'était écrit dès le début. Non, je ne sais pas pourquoi, mais quand j'étais petit, il y a un truc que j'avais envie de faire, c'était médecin. Ok. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé en cours de route ? Je ne sais pas. Après, si, je sais pertinemment. Les études de médecine, c'est quand même... En fait, ce n'est pas tant la difficulté des études, c'est que moi, à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à faire des petits boulots. Et j'ai mis un point d'honneur à pas demander. Alors à l'époque, c'était pas des euros mais des francs, mais j'ai mis un point d'honneur à partir des anciens francs. J'ai mis un point d'honneur à jamais demander de l'argent à mes parents à partir de 14 ans. Ok. Donc je me suis. Je vais dire ça à mon fils, qui lui a 19 ans. Tu lui donnes de l'argent encore ? Il me le demande, donc si je lui donne, il redemande en fait. Je sais, j'ai les mêmes à la maison, mais j'ai jamais sollicité mes parents financièrement. Et quand je me suis projeté dans mes études, j'ai vu que les études de médecine s'étalaient sur 8, 9, 10 ans. Et quelque part, j'ai été attiré par des études un peu plus courtes. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une école d'ingé, en me disant que 5 ans après le bac, je serais sur le marché du travail et j'aurais mon premier salaire. Et tu pourrais travailler, ok. Ouais, et puis, quand on voit le salaire des fois des médecins ou des chirurgiens, il y a une espèce de fantasme sur leur salaire, mais en réalité, quand on voit le nombre d'études
et le salaire à la fois du personnel soignant, mais aussi des médecins, des chirurgiens, on se dit, waouh, il y a un décalage, quoi. David, tu as dû voir la polémique la semaine dernière avec le prix d'une consultation chez un médecin généraliste à 30 € et le prix de la coupe chez Franck Provost à 45 €. Je ne sais pas si on a le droit de faire de la pub, mais je l'ai vu à 45 €. C'est vrai que... c'est moi qui l'ai fait, ça. Hein, c'est toi qui l'as envoyé ? Oui, c'est moi. Ah, excellent. Du coup, on a excellent. C'est même plus con. Très bon. Et tu vois, oui. Impact. Mais c'est vrai qu'en prenant un peu de recul, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Fin de l'interlude musical, on va reprendre l'épisode du talk show. On était faire pipi. C'était la pause, quelques grains de raisin, on s'est réhydraté, donc on est reparti. Il va nous rester à peu près une quarantaine de minutes. Pour toi, Jamel, on va te faire parler encore beaucoup. On parlait justement d'un sujet, là, juste avant de reprendre, sur comment on traite finalement les mauvais clients, les clients embêtants. Je ne sais pas si ça existe des mauvais clients. Oui, c'est une bonne réponse. Si les clients te donnent de l'argent. Et tu parles de quel client, Meria ? Parce que moi, je me souviens pas qu'on ait parlé de ça. On n'a pas parlé de clients, non. Non, mais bon, j'étais pas là. C'était la discussion tout juste avant de reprendre, justement, comment on parle avec un client qui peut être un peu embêtant, challengeant, comment on manage les égos. Tu parles d'un patient, c'est ça ? Non, d'un client. D'un client. Écoute, il y a différentes façons, à mon avis, de traiter le sujet. Quand on dit un mauvais client, c'est quoi un mauvais client ? Est-ce que il a des attentes qui sont légitimes et qui ne sont pas, délivrées ? Est-ce qu'il a des problèmes de comportement et il franchit une ligne ? Donc, je pense que peut-être qu'on peut se dire que tous les clients ont raison dès lors que la forme est respectée, le respect est respecté. Après, à partir du moment où la ligne rouge elle est franchie, il y a d'autres méthodes qui s'appliquent. Mais on raccroche au nez. Oui. Comment ? Non, j'ai jamais fait ça. Je sais pas qui a raconté ça, mais j'ai jamais fait ça. C'est une très bonne. J'ai jamais fait ça. C'est une très bonne remarque parce que apparemment, c'est vrai que David m'expliquait que dans les couloirs, à l'époque, tu pouvais négocier ligne par ligne les devis, etc. J'ai pas dit dans les couloirs. Non, mais Jamel, il avait inventé le prix dématérialisé. Ah, les enchères en ligne. Alors, eBay. Les bidding online. C'est pas loin, ça y ressemble. En fait, c'est des pratiques qui sont courantes dans l'industrie où, quelque part, on met un marché en ligne et puis, pendant une fenêtre de 30 minutes, on invite les différents fournisseurs à remettre une offre. Et après, derrière, en fonction des paramétrages que tu prends, soit tu vois ton positionnement en tant que fournisseur, soit tu vois la position du meilleur, soit tu vois l'écart par rapport à celui qui te précède, etc. etc. Donc ça, il y a un peu de stratégie de préparation en fonction des marchés. Et derrière, pendant une demi-heure, celui qui veut prendre le marché essaie de se positionner. C'est incroyable ça. Non, je parlais pas de ça, moi. Pas de ça ? Non, parce qu'en fait, Philippe Laroche, tu vois, j'ai réussi à prononcer son nom, me disait que tu découpais un prix, c'est-à-dire la logistique. Un cost breakdown. Là, on rentre dans le dur. Ça m'intéresse parce que ça me fait rire, ça. Tu sais que ça me fait sourire parce que ah oui, justement, Philippe était en face de moi à l'époque. Ah oui, le pauvre. Je m'en rappelle très bien. Et en fait, il y a plein de choses qui m'ont. Encore une fois, c'est pas du jugement de valeur ce que je dis parce que c'était je dirais des pratiques de l'époque, mais. Quand je regardais, quand j'avais un problème logistique, je discutais avec mes interlocuteurs commerciaux, oui. Je leur dis mais les produits viennent d'où ? Et là, j'avais compris que j'avais pas posé la bonne question parce qu'ils avaient aucune connaissance de la supply chain. Ils étaient perdus. Ils savaient pas quelle usine fabriquait, ils connaissaient pas la capacité de production des usines. Donc c'est toujours le cas. C'est toujours le cas, mais c'était hallucinant. Okay. Donc il y a ça. Après, sur le sujet des structures de coûts, moi je viens d'un environnement où quelque part la notion de prix de marché, comme on peut le voir dans la santé, qui est lié à des tarifs de remboursement, etc., des sujets que tu connais par cœur, n'existait pas. Moi, j'étais sur des marchés très concurrentiels et in fine, moi ça m'a fait rire. On abordait de façon très transparente la composition du coût. Donc, c'est quoi ma part matière, c'est quoi la part de main d'œuvre, c'est quoi le coût de transport, c'est quoi le packaging et c'est quoi la marge.
Et en fait, moi, quand je sollicitais mes fournisseurs dans mon ancienne vie, en réalité, la seule chose dont je discutais, c'était la marge, parce que tous les autres coups, je les connaissais. Ok, et donc là, du coup, tu l'as fait dans la santé. Et là, je demande ça à la santé, et j'ai vu des gens me regarder, et ils ne comprenaient pas ce que je voulais dire. Et du coup, c'est quoi les avantages? Est-ce que tu as un exemple, je sais pas, un stéthoscope? Alors, du coup, tu lui demandais. Alors, sur la structure des coûts, à un moment donné, j'ai rendu mon tablier parce que j'ai bien compris qu'en face, on était trop loin de ça. Par contre, il y a un truc qui a marché et et je sais que ça a fait des vagues et que derrière, d'autres s'en sont inspirés. C'est ce que j'appelle des plans de productivité. Ok. Alors vas-y, explique-nous. L'année N, où on démarre un contrat, il y a un tarif de 100, quelque part. Et dans les années qui viennent, je vais être en capacité d'identifier des sources de productivité. Et donc, moi, en tant que fournisseur, je m'engage à contribuer, à participer sur un contrat de 3 ans, 4 ans, 5 ans, à réduire les coûts d'année après année. D'accord, ok. Donc, du coup, tu disais du prérequis que vu qu'ils vont monter en compétence sur tel ou tel produit, du coup, ils vont s'améliorer, du coup, leurs coûts, ils vont baisser. Et donc, si tu veux, quand je négociais des marchés, je négociais le tarif de l'année N, mais j'avais déjà de la visibilité sur les années à venir. Ok. Et au début, on m'a regardé, pareil, avec des gros yeux, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Et donc, je me suis retrouvé à prendre des feuilles et à expliquer ce que je te dis là, et à expliquer comment ça fonctionnait, quels étaient mes engagements en termes de volume, etc., et à rentrer dans des vraies discussions business. Et ça, je l'ai fait avec quelques acteurs assez importants. Et derrière, ce qui m'a fait sourire, c'est que j'ai appris que mes concurrents... c'est pour ça que je te disais que c'était un peu une lame de fond en réalité, ce que tu as initié. Et derrière, les fournisseurs venaient me voir en me disant « Non, mais il faut qu'on arrête de faire des trucs nouveaux, parce qu'après, tout le monde fait la même chose que vous. » Mais pour bien comprendre, avec ça, tu as réussi à casser les coups parce que tu rentrais dans leur... C'est pas cassé, il les a fracassés. Mais ce que je veux dire, c'est que tu rentrais, en fait, tu leur demandais des informations ultra stratégiques parce que du coup, tu rentrais sur leur structure de coûts, etc. Non, je leur demandais de s'engager. Ok. Je leur demandais de s'engager, mais ça te fait rire. Mais quelque part... Parce qu'il a des amis qui ont été si tu veux, ce qu'il faut mesurer, c'est que là où nous, on a pris des engagements aussi, c'est que là où historiquement on avait des contrats à l'échelle de l'année, là on prenait des engagements sur des volumes pluriannuels. Et donc à dire, voilà, nous on s'inscrit sur la durée, on veut construire quelque chose avec vous, et voilà mes engagements, quels sont vos engagements? J'ai envie de poser donc il y a une notion d'engagement, ça te fait rire, hein? Je te sens convaincu, David, c'est énorme. Moi je suis hyper fan de toi, tu sais. J'ai envie de mettre les deux pieds dans le plat parce que là on en parle beaucoup actuellement avec tout ce qui est ventoline, etc. Le fait de diminuer les prix, est-ce que du coup ça rend le marché français moins attractif? Il y a des commerciaux qui ont pris de la ventoline, je peux t'assurer. Du coup voilà, est-ce que la France est moins attractive pour les laboratoires depuis que Jamel a tout changé? Il y a déjà te dire que j'ai beaucoup de fournisseurs qui m'ont dit Jamel, on savait que ça allait nous arriver, mais on ne savait pas quand. Donc, quelque part, ça veut dire que c'était des choses assez cohérentes qui allaient arriver sur le marché. Parce que moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est ce que les commerciaux, quelque part, nous ont reproché ou sur lesquels ils nous ont challengé. Quand on creuse, en interne chez eux, c'était leur pratique vis-à-vis de leurs fournisseurs. D'accord, ok. Ils se sont vus appliquer ce que eux faisaient avec leurs propres fournisseurs. Oui, bien sûr. Donc quelque part, comment t'expliques que ça se faisait pas avant que tu arrives? Parce que en fait, c'était les médecins, les ingénieurs biomédicaux, les pharmaciens qui achetaient. Donc c'était pas des acheteurs. Ils n'avaient pas de formation d'achat. C'était des soignants. Donc en fait, on leur présentait un produit. Le médecin était OK pour l'acheter. Et donc on leur présentait un prix. Ils achetaient au prix. Voilà, c'est tout. Et ensuite, lorsque la GDS et les autres ont souhaité se professionnaliser, et ils ont fait appel à des vrais acheteurs. Et quand tu fais appel à un acheteur qui vient de chez Valeo, c'est chaud, quoi. Là, c'est le jour et la nuit en termes de process. Ça n'a absolument rien à voir. Et c'est pour ça que je disais au préalable qu'en fait, ça a été une lame de fond qui a même radicalement changé le profil des commerciaux. Je l'ai vu même dans les commerciaux que j'ai recrutés. C'est-à-dire que soit tu avais des directeurs commerciaux qui étaient en train de blêmir
Et ils se disaient, c'est pas grave, on va rattraper le coup avec les chirurgiens ou les médecins. Puis au final, très compliqué. Soit tu avais des business unit directors qui se sont dit, tiens, je pense d'ailleurs à Marc de Martigny, que tu connais bien. Et donc Marc, lui, s'est dit, OK, maintenant il va falloir trouver des compétences chez certains commerciaux que nous n'avons pas aujourd'hui. Et donc en fait, Marc m'a dit, à titre d'exemple, va me chercher des commerciaux qui sortent totalement de l'industrie de la santé et qui vont avoir ces compétences pour pouvoir être percutants et pertinents vis-à-vis des acheteurs de la GDS et des autres en réalité. Et donc, la meilleure solution, c'était celle-ci. D'ailleurs, Marc l'a fait avec énormément de succès. Et du coup, pour revenir sur la question sur la compétitivité du coup, de la France, l'attractivité de la France, c'est quoi ton avis sur la question ? Moi, c'est un avis très personnel. Je pense qu'à un moment donné, il y a des produits, tu l'évoquais, qui arrivent à maturité et que ces produits-là, à un moment donné, il faut qu'ils puissent financer l'innovation, parce qu'on le sait tous, un produit qui arrive sur le marché, qui a une vraie valeur ajoutée par rapport à un produit existant, il sera plus cher que le produit déjà existant. Et donc, c'est une notion d'équilibre, se dire les produits matures ont des tarifs qui baissent, et parce que ça baisse, ça me permet de continuer à acheter des produits qui sont plus innovants. Donc, à un moment donné, on ne peut pas, encore plus quand on est dans un établissement de santé, on ne peut pas se permettre d'être impacté par la totalité des coûts, et il faut trouver des solutions. Je pense que c'est avant tout une solution. Alors justement, si on parle d'innovation, j'en ai une qui me vient à l'esprit, c'est le robot. Et en fait, j'ai un exemple, le robot d'Intuitive, le DaVinci. Ça coûte 2 millions d'euros. La maintenance, c'est 200 000 euros par an. Le consommable, c'est encore 200 000 euros par an. Allez, je fais simple. Et en fait, c'est que 4% de la chirurgie est réalisée par le robot. Je me dis, waouh, il y a quand même un décalage. Alors, pourquoi on s'est mis à acheter autant de robots pour traiter si peu de patients? Et en fait... Est-ce qu'ils sont rentables, en fait? Est-ce que c'est rentable pour... Ça m'étonnerait, en réalité. Mais je commence l'innovation comme ça. Je vous fais une confidence. Tu vois, on ne le dira à personne, jamais. Je vous fais une confidence. C'est un de mes pires souvenirs en tant qu'acheteur. Intuitif. Parce que c'est un non-sens. C'est un non-sens à plusieurs égards. Je ne vais pas rentrer sur les volets techniques parce que les gens... on avait dit pas de... Non, on l'avait pas dit, pas de bullshit. Et là, on y est, pas de bullshit. Donc ça, déjà... On aime, on dit merci. On dit merci. Alors, vas-y. Mais quelque part, tu l'as dit, c'est un investissement massif. Sur chaque procédure, à l'époque, je ne sais plus si les chiffres sont d'actualité, mais on ne doit pas être loin. Sur chaque patient qui se fait opérer via un robot, on perd 1 000 euros. L'établissement de santé, quand il a payé ses salariés, le bloc opératoire, le bâtiment, les consommables, on fait du soin et on perd de l'argent. Je pensais que c'était même plus. 1 000 euros par an. Mais ça, c'était il y a quelques années. Depuis, il y a eu l'inflation, etc. Je n'ai pas les chiffres actualisés, mais à l'époque... Ça serait encore pire actuellement? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, mais je ne pense pas que la situation soit rétablie. Mais il y a deux choses. Un, le mythe de la meilleure qualité de prise en charge, parce qu'aux États-Unis, on est passé de la laparo au robot directement et il y a eu plein de publis pour dire que ça marchait bien et qu'on améliorait la qualité des soins. En France, on a développé la Cellio bien en amont et des échos que j'avais à l'époque, la démonstration d'une meilleure qualité de soins entre de la Cellio et le robot, elle n'était pas toujours évidente. Ça, c'est sur le volet médical. Après, ce qui est évident aussi, c'est qu'un jeune chirurgien, quand il sort, il a joué avec un robot. Et donc la vraie difficulté, c'est quand on est un établissement de santé, on constitue des équipes, on a besoin de les renouveler. Pour attirer un jeune chirurgien, il faut avoir un robot. Il faut avoir un robot. Et là où Intuitive, ils ont été très forts,
c'est qu'ils ont réussi à convaincre tout le monde que le voisin d'en face, il était en train d'acheter un robot et que si on n'achetait pas de robot, quelque part, on allait être identifié comme un établissement moins innovant, moins attractif, moins de sécurité patient. Donc, moi, je trouve qu'objectivement, ils ont été très, très bons sur le volet marketing. D'accord, mais du coup, toi, est-ce qu'on peut lutter contre ça ? Qu'est-ce que tu pouvais opposer contre argument ? Est-ce que c'est entendable par un chirurgien de dire aujourd'hui, non, finalement, peut-être que tu es meilleur sans robot ? Non, c'est pas vraiment le... Non, le truc, c'est que on essaye de travailler en intelligence pour dire quelles sont les typologies de patients qui justifient l'usage d'un robot. Donc, on essaie d'être assez sélectif pour pas que ça devienne, je dirais, une généralité. Mais plus que ça, c'est un peu difficile. Aujourd'hui, on est arrivé dans une situation où on ne peut pas ne pas avoir de robot. Ouais. C'est la nouvelle pratique. Alors, il y a des robots là qui sont en train de sortir aussi en orthopédie ou qui sont même déjà sortis. Vous en avez, vous, à la GDS On en a quelques-uns, mais objectivement, j'ai un peu décroché du sujet. Ouais, okay. D'accord. Et donc, en fait, je voulais démarrer l'innovation de cette manière parce que aujourd'hui, l'innovation, c'est extrêmement important. À la fois pour les établissements de soins, mais surtout pour le patient. Quelle est ta vision aujourd'hui de ce qu'on propose en termes d'innovation médicale aujourd'hui à un groupe comme Ramsay ? Et c'est notre raison d'être, sans langue de bois, c'est notre raison d'être, améliorer la santé en innovant constamment, très clairement. Et tout à l'heure, on parlait beaucoup d'achats et je ne vais pas revenir dessus, mais c'est marrant, vous avez ressorti pas mal de souvenirs. Un peu croustillant. Ouais. Moi, ce qui m'a botté, et c'est ce que je vous disais, c'est comment on initie le changement, comment on fait évoluer les pratiques, comment on onboard des personnes à des nouvelles méthodes, à des nouveaux outils, etc. Et à la base, il y a différentes formes d'innovation. Il y a l'innovation incrémentale, avec une amélioration au jour le jour. Il y a les innovations disruptives qui sont, à mon sens, un peu plus rares. Mais je pense que pourquoi je fais le parallèle avec ce que j'ai fait, c'est que innover, pour moi, c'est une façon nouvelle de regarder les choses, une façon nouvelle d'appréhender un sujet ou une problématique et se dire comment je peux faire différemment. Il y a mes équipes, elles me connaissent par cœur parce qu'à chaque présentation, je leur mets toujours la slide d'Albert Einstein qui dit c'est de la folie de croire. Tu la connais, Myriam ? Je crois que c'est ça. C'est quoi ? C'est de la folie. C'est la folie de croire qu'on peut obtenir des résultats différents en faisant toujours la même chose. Okay. Et du coup, pour moi, l'innovation, c'est qu'est-ce que je fais différent ? Qu'est-ce que je peux faire de différent ? Ce qui n'est pas simple, parce que c'est confort de faire ce que je fais, ce que je connais, etc. Et donc, nous, c'est ce qu'on essaie d'insuffler. Pour moi, c'est un état d'esprit. Après, on a un terreau, à mon avis, qui est très fertile, en interne, en externe. On voit bien que ça booste dans tous les sens. Donc, il y a des belles dynamiques. Après, c'est comment on vient assembler tout ça pour que ça fasse du sens collectivement. Et en externe, il y a beaucoup de startups qui viennent te solliciter sur des sujets d'innovation. Comment ça se passe ? Tous les jours. Il y a un hub aussi. Tous les jours, ouais. Tu t'es bien renseigné, David. Il a bien préparé l'épisode, il a raison. Il a bien préparé. Je vais poser une question complémentaire à celle de David. Vas-y. C'est en plus de ça, de ces startups qui viennent vous voir, vous solliciter, c'est comment tu choisis avec lesquels tu vas travailler derrière. Alors, il y a... juste peut-être pour vous donner un contexte sur le terreau en interne, nous, ce qu'on a décidé de faire il y a 2 ans, on a créé ce qu'on appelle des Living Labs. Donc un Living Lab, c'est un hôpital, c'est un terrain d'expérimentation qui est identifié comme tel pour être, je dirais, un établissement d'accueil pour tester des solutions nouvelles. Okay ? Donc c'est un terrain d'expérimentation tout simplement. On en a une dizaine répartis en Europe sur différents métiers. Non, ils ne font pas que ça. Ils prennent en charge des patients, mais quelque part, on les a flagués Living Lab pour que si j'ai besoin de tester une solution sur... Je sais directement, parce que pourquoi on a créé ça, c'est qu'à chaque fois qu'on était sollicité par une start-up, on se retournait, on regardait nos structures et on se disait, qui est volontaire pour pouvoir tester le truc ? Et du coup, on n'était pas du tout dans le bon tempo et on n'était pas dans la même dynamique.
Là, parce que j'ai identifié mes Living Labs, directement, je sais comment je fais pour adresser une startup. Donc le digital, c'est dans un Living Exactement. Lab. En fonction des activités, un sujet sur le bloc opératoire, c'est à tel établissement, etc. Okay. Donc on a mappé quelque part les thématiques. Après, pourquoi je vous parle de ça ? Ah oui, après, en termes d'innovation, et c'est un sujet qui m'est cher, c'est rattaché à la direction de la transformation que je pilote. On a une direction donc, qui est pilotée par Fabrice, qui est le directeur de la data et de l'innovation. Et donc, sans balayer tous les sujets, on a au sein de cette organisation un accélérateur qui vise à faire un appel à candidature d'un certain nombre de startups et d'avoir un comité qui va les sélectionner. Et l'idée, c'est qu'on les accompagne pendant 6 à 9 mois pour au-delà d'apporter. Donc, on n'est pas sur une approche capitalistique, mais au-delà d'apporter des fonds, on va leur mettre à disposition des lits pour qu'ils puissent tester et éventuellement se développer. Et on est arrivé à cette, je dirais, la création de cet accélérateur parce que au sein de la Fondation Ramsay Santé, on avait un incubateur avec des startups moins matures. On en a incubé quasiment une petite centaine depuis qu'on a créé l'incubateur. Mais quelque part, on voyait bien que c'était des startups early stage et qu'on avait besoin de passer à un niveau de maturité supérieur. Donc là, quel type de startups rentrent dans le scope de ce je vais vous donner la toute première qui est rentrée dans l'accélérateur, c'est une startup qui a été montée par des anesthésistes de chez nous, qui ont monté... Ils s'appellent comment ? Ils s'appellent Hoopcare. Ok. Tu connais ? Oui, je connais, mon associé, il travaille chez eux avant. Ah voilà. On a travaillé avec eux pour dans le cadre de l'accélérateur. D'accord, ok. Et donc c'est une solution qui vient soumettre au patient qui va subir une chirurgie un questionnaire pour essayer d'anticiper les risques ou les risques d'effets indésirables dans la prise en charge. Et quelque part, en ayant ce screening, on vient réduire les risques de complications. Ok. C'est un exemple. Et en fait, ils sont à quel stade du développement ? Là, ils sont au tout début, quelque part. Ils sont en train de relever des fonds. Ouais, ils sont en train de relever des fonds en ce moment. Ouais. Donc c'est early stage malgré tout. C'est assez, ils avancent. C'est ça. Oui. C'est une bonne question. C'est qu'à quel niveau de maturité, en fait, quel niveau de maturité vous acceptez pour faire vos tests ? Nous, on essaye autant que faire se peut avoir une solution qui est déjà un marquage CE à minima. Sur la medtech. Okay. Pourquoi un minima ? C'est quoi le... Parce qu'après, on sait, pour l'avoir testé, que sans marquage CE, on peut éventuellement accompagner pour tester, publier, etc. Mais si on est dans des logiques de déploiement à plus grande échelle, on est vite limité. D'accord. J'avais une question, c'est est-ce que l'innovation elle est importante pour les soignants que vous recrutez dans l'établissement ? À quel point elle est importante ? Est-ce que c'est un critère primordial dans leur choix d'établissement ? Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez vraiment plus en avant qu'autre chose ? Il y a l'innovation, on va dire qu'elle soit digitale, technique. Après, moi, il y a un sujet qui m'est cher, c'est l'innovation organisationnelle. Ouais, tu m'en avais parlé en préparation. Et dans le sujet, c'est qu'est-ce qu'on redonne, ou quel degré de liberté on redonne aux équipes pour définir un planning, pour s'organiser, pour définir la façon dont on va faire les choses. Et donc, je pense que sur cette dimension-là, on a testé et on a essayé de redonner, je dirais, je ne vais pas dire du pouvoir, mais de l'autonomie pour faire en sorte que à une petite maille opérationnelle, je ne suis pas exclusivement dans l'exécution, parce qu'on parlait de maturité achat, mais sur la dimension managériale et organisationnelle, il y a aussi un vrai sujet dans le secteur de la santé avec des organisations qui sont très très pyramidales. Moi, je suis assez surpris des fois des modes de relations, d'interaction entre les équipes. Et l'idée, c'est de se dire comment, à une petite échelle, à l'échelle d'un service, on redonne une forme d'autonomie pour que chacun ait le sentiment de vraiment apporter sa contribution. On parle toujours de crise de sens. Mais en réalité, c'est quoi les crises de sens ? Bonne question. Moi, je veux savoir pourquoi je suis là, en quoi je contribue, qu'est-ce que j'apporte. Est-ce que je peux influencer le travail de manière constructive, le travail ? Est-ce que je peux participer à l'amélioration de mon travail ?
Et souvent, moi, quand je vois les équipes, elles me disent, mais on sait très bien qu'in fine, il y a une décision potentiellement portée par la direction, par le management, mais à minima, donnez-nous la possibilité de vous donner un avis ou de vous faire part d'un avis. Et je pense que c'est important parce que moi, je suis convaincu que plus on est proche de l'exécution des tâches, au sens noble du terme, plus on connaît les situations, plus on connaît les problèmes et plus on connaît les solutions à apporter. Alors, il y a un vrai sujet, c'est le recrutement des infirmiers et des infirmières. Ça, c'est pas que chez Ramsay, c'est partout. C'est mondial. Voilà. Donc, on a les mêmes problématiques en Suède, on a les mêmes problématiques en Angleterre, en Australie. Oui, c'est vrai que vous êtes un groupe. Alors, j'ai l'impression que les gens, les jeunes, ne veulent pas faire ce métier. Il y a une espèce de... Il y a eu beaucoup de crises, en fait. C'est des métiers qui ne sont pas assez valorisés, pas assez payés, qui demandent énormément d'heures, d'investissement. Et puis, certains jeunes me disent « Ouais, mais on est confronté à la maladie, à la mort. C'est quand même pas, hyper joyeux. » Alors moi, je leur dis « D'accord, mais enfin... Vous avez quand même l'opportunité de pouvoir participer à améliorer la vie des patients, à sauver des vies. En termes de sens, c'est quand même chouette. Alors, c'est facile pour moi de dire ça parce que je suis derrière ce micro, puis je suis pas avec les patients. Mais enfin, qu'est-ce que tu en penses de ce sujet ? Parce que je suppose que ça doit être un sujet que vous devez aborder souvent. Tu vois, moi, c'est une réalité. Hein, c'est une réalité. Mais si je rétropédale, il y a une chose qui m'a particulièrement frappé quand j'ai rejoint le secteur de la santé et les établissements de santé, c'est le niveau d'engagement des équipes. C'est-à-dire ? C'est au-delà de ce qu'on leur demande. Moi, je pense qu'il y a un attachement fort. On parlait historiquement d'un métier vocation. Hein. Les gens, quand ils décidaient d'aller faire du soin, quelque part, ils avaient quoi ? Ça dépassait, je dirais. Ça vient des tripes. Ça vient des tripes, ça dépassait. Et j'entends beaucoup de mes collègues, mais je sens que ça évolue. Comme instituteur, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Mais tu as beaucoup de mes collègues qui disent ouais, mais on n'a plus ce type d'engagement. Moi, j'y crois pas. Parce qu'ils me disent oui, il y a des nouvelles tendances sociétales, les gens veulent moins bosser, les gens veulent télétravailler, etc. Et moi, je pense sincèrement que on est dans un cadre, on est dans une phase où c'est plus aux salariés à s'adapter aux contraintes de l'entreprise et de son employeur. C'est l'employeur qui doit s'adapter aux attentes. Et je dis bien aux attentes du salarié. Donc il y a quelque part un marché qui est favorable, mais il y a aussi une tendance de fond qu'il faut prendre en compte. T'en penses quoi du coup ? Tu penses que c'est une bonne chose ou pas que la... Enfin, le télétravail pour les infirmiers, voilà, c'est ça, c'est compliqué. Ça, j'avais une question pourquoi là-dessus. Ah ouais, pourquoi pas ? Pourquoi pas finalement ? Pourquoi pas ? Je sais pas. Non, mais je pose la question. Non, mais pourquoi parce que la question, moi, j'avais une question que je m'étais notée. C'était justement avec des profils de soignants qui sont forcément en présentiel. Comment tu contrebalances avec des métiers plutôt de la direction qui, eux, pourront être à distance ? Est-ce que vous interdisez le télétravail pour que tout le monde soit en présentiel, pour que tout le monde soit uni dans le... Mais là, tu vois, c'est un point clé que tu soulèves parce que il y a un sujet d'équité où pourquoi, quand je rejoins une entreprise composée d'administratifs et de soignants, pourquoi l'administratif, plus que le soignant, il pourrait bénéficier du télétravail ? C'est une vraie question, sachant que quand on est soignant, on se dit ça fait partie des métiers pour lesquels il y a besoin d'être présent physiquement. Néanmoins, je pense que... Et là-dessus, j'ai posé la question volontairement pour provoquer, mais je pense que ça oblige aussi à innover, à se dire mais comment on peut faire ? Nous, notre ambition, c'est de se dire on était sur des parcours de soins physiques, on est en train d'évoluer vers des parcours de soins digiphysiques, et aujourd'hui,
une infirmière, elle est exclusivement sur des parcours physiques, mais on commence à faire de la télésurveillance, on commence à développer des plateformes médicales où potentiellement il y a des infirmières qui vont prendre en charge des patients à distance. Tout à l'heure, tu parlais du robot. Tu sais très bien qu'il y a des expérimentations de chirurgien qui est dans un continent et qui va opérer un patient qui est dans un autre continent. Ouais. Donc, à un moment donné, si on veut innover, je pense qu'il faut casser ces barrières. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais il faut le prendre en compte. Et tu arrives à le faire déjà? Il y a des petites expérimentations dans ce sens-là? Parce que ça doit être sacrément complexe. Hein. C'est pas simple. Oui, mais ça pourrait être une solution pour pouvoir faire revenir cette population. Pas que ça, David, parce que tout à l'heure, vous évoquiez la pénurie des soignants. Ce sujet-là, il n'est pas nouveau. Hein. Avant le Covid, il y avait déjà des rapports de l'Organisation mondiale de la santé qui expliquaient que les besoins en santé augmentaient, que la croissance de la population médicale n'augmentait pas aussi vite et que le trou était en train d'augmenter. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès lors qu'on est dans ces logiques un peu mutualisées et potentiellement distancielles, on va se libérer des capacités de prise en charge. Parce que la dimension physique, quelque part, elle te cantonne à un périmètre géographique. Si je suis infirmière et que je suis un patient qui est à 800 km de chez moi, de façon digitale, quelque part, on augmente ses capacités de prise en charge. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait en amont pour pouvoir convaincre les jeunes de faire des études pour devenir soit médecin, soit infirmier? Là-dessus, de mon avis, il n'y a pas trop de problèmes. Les gens, ils y vont. Les filières sont pleines, hormis quand il y a des conneries. Infirmier? Pas chez les infirmières. Pas chez les infirmiers? Non. Okay. Moi, les médecins, à chaque fois, ils viennent me voir, ils me disent « Jamel, qu'est-ce que vous attendez pour créer une école d'infirmières Ramsay Santé ?» Et je leur dis, au-delà, je dirais, du volet autorisation, je leur dis, le sujet, il n'est pas d'ouvrir des écoles. Le sujet, il est déjà de remplir les bancs existants. Je pensais pas. Donc la filière, elle n'est pas pleine, mais pire que ça, en fait, ce qui se passe depuis 2018, il y a eu une réforme de la formation, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui se passe, c'est que il y a une perte au feu au fil des années. Et tu as 30% des infirmières en sortie d'école qui n'arrivent pas sur le marché du travail. Ils font où ces gens-là? Potentiellement, ils se réorientent. Potentiellement, ils se réorientent. Et la grande nouveauté, c'est pour ça que je parlais de la réforme de la formation, c'est qu'en sortie d'école, maintenant, ils ont la possibilité par équivalence, de rattraper d'autres parcours de formation. Mais comment vous l'intégrez dans votre roadmap? Parce que du coup, Ramsay, c'est un groupe privé, vous avez des objectifs de croissance, et tout en sachant qu'il y a moins de soignants, que les soins ils augmentent, etc., comment vous vous projetez? Est-ce qu'on peut faire de la croissance dans un monde où la main-d'œuvre est en pénurie? C'est pour ça qu'il faut développer des nouvelles modalités de prise en charge. C'est pour ça que, de manière très pragmatique, nos équipes, elles sont très présentes dans les écoles de formation infirmières. C'est pour ça qu'il faut qu'on essaye et c'est ce qu'on fait, d'accueillir des stagiaires infirmières et de s'assurer que quand elles viennent chez nous, elles soient prises en charge, qu'elles soient tutorées, mentorées et qu'elles aient envie de revenir chez nous en sortant d'école. Mais bien plus important que ça, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, Mériadec, c'est qu'au moment où je suis au lycée, en terminale, et que je vais cliquer sur Parcoursup, il faut que je puisse avoir envie d'aller dans une école d'infirmière. Et ça, c'est un vrai sujet. Alors justement, est-ce qu'il y a des campus managers chez Ramsay qui vont dans les lycées pour évangéliser et pour pouvoir faire en sorte que... On est très présent dans les écoles d'infirmières. On est, à mon goût, pas présent dans les lycées pour expliquer nos métiers. En amont, c'est ça. Oui. Et en fait, ça serait certainement une clé parce que, en fait, je pense que le bouchon, en fait, il est là. C'est-à-dire qu'il faut faire sauter ce bouchon et expliquer aux étudiants, enfin au lycée, aux lycéens, qu'il y a des belles carrières à faire. Parce que peut-être aussi, tout simplement, ils n'y pensent pas en réalité. Clairement. Justement, comment tu parlais d'accompagner ces soignants, etc. C'est ton rôle aujourd'hui d'accompagner la transformation. Est-ce que tu as des astuces? C'est quoi ton relationnel avec tes équipes? Comment tu les emmènes à changer sur des temps longs? Parce que ça, c'est quelque chose, moi, à titre perso, j'ai du mal à me projeter en temps long. J'aime bien quand c'est rapide. Pour toi, une heure, c'est déjà long. Une heure, c'est déjà long. Tu le connais, David. En tant qu'entrepreneur, tu prends tes décisions, tout va vite, etc. Tu n'as pas cette inertie que tu as dans un grand groupe. Et encore plus, sûrement, dans un groupe là, de plus de 10 000 collaborateurs.
Donc voilà, c'est quoi ta secret de sauce pour... Moi, je crois beaucoup à la capacité à comment dire. Je pense qu'il y a une notion de momentum, il faut entretenir des momentum. Et il faut être, à mon avis, pour entretenir le momentum, il faut être en capacité d'avoir des victoires ou des victoires, oui, à l'échelle trimestrielle. Moi, je pense que des temps trop longs, tu perds tout le monde ou tu t'épuises parce que tu en vois jamais le bout. Si c'est trop court, c'est pas suffisamment robuste ce que tu as produit, mais il faut être en capacité de définir ces échéances, de définir des points intermédiaires clés sur lesquels tu puisses matérialiser que les choses évoluent, qu'elles s'améliorent, qu'elles changent, qu'elles délivrent du résultat et que tu puisses entretenir, je dirais, cette boucle vertueuse. Donc, moi, je pense qu'il faut déjà, avant de rentrer dans cette dynamique d'exécution, je pense que ce qui est très important, c'est d'expliquer là où on veut aller. Il y a des attentes fortes des équipes de se dire, mais pour revenir à des sujets de sens, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on est là, où est-ce qu'on veut aller, c'est à quoi je participe. Et ça, je pense que c'est vraiment le point de départ. Mes collègues en Suède, j'adore, parce que chaque présentation, la moindre communication qu'ils font auprès des équipes, la première slide, c'est « why ». Ok, ça c'est intéressant ça. Et Pourquoi on fait ça? Pourquoi on lance ce projet? Pourquoi on lance cette réflexion? Pourquoi? Et je pense que ce pourquoi, il est clé parce que ça va être un point d'ancrage vis-à-vis des équipes. Donc ça, je pense que tu parlais d'astuces. Je me suis inspiré de mes collègues et maintenant je le prends systématiquement. À chaque fois qu'on vient me parler, je dis mais pourquoi on veut faire ça? C'est quoi le sujet? Et je pense vraiment que dès lors qu'on se challenge et qu'on vient quelque part se discuter autour du pourquoi, c'est déjà une première étape du changement. Après, il y a des modèles qui expliquent que, quand on a donné cette vision, qu'on a embarqué les équipes, il faut qu'elles aient les outils et les compétences pour le faire. Donc, il faut accompagner les équipes au changement. Et le troisième élément qui est clé aussi, c'est mon modèle de reconnaissance et d'incentive. Est-ce que sur la manière dont je vais reconnaître le travail, la manière dont je vais l'incentiver, est-ce que c'est corrélé à là où on veut aller? Est-ce que mes objectifs sont cohérents avec la manière dont je suis rétribué, y compris de manière financière? Les 40-40-20 La répartition. Private joke. Et puis le dernier point, qui est pour moi essentiel, et qui est, selon les modèles, beaucoup plus important que les 3 premiers éléments que j'évoquais, c'est le rôle des leaders. Okay? Parce que moi, ce que j'essaye de faire à ma petite échelle, c'est de m'imposer, mais ce n'est pas une contrainte, les changements que je demande aux équipes. Est-ce que tu as des exemples pour matérialiser? Parce que c'est vrai que là, par exemple, un why, un projet sur lequel vous travaillez, puis on va le challenger avec David. On va te faire le why, l'exercice du why. Waouh. Lequel? Peut-être un gros sujet que vous avez là de transfo là-dessus. Parce que je suis curieux, j'aime bien quand c'est matérialisé, c'est toujours plus facile à se représenter la chose. Touk. Il y en a sûrement beaucoup. On laisse réfléchir, mais tu sais qu'il faudra parler aussi de l'objet. Oui. Parce que là, on l'attend. Il y a la séquence. séquence. Non, mais je vais... quel exemple je pourrais te prendre juste pour raccrocher les wagons avec ce que tu évoquais sur les infirmières. On avait, vis-à-vis des infirmières, si je reprends ce point-là, on a souvent abordé la dimension, quelque part, la proposition de valeur de l'employeur sur le salaire. Tu évoquais les sujets de salaire, etc. Et c'est vrai que ça fait partie du contrat de base de la relation entre l'infirmière et son employeur. Néanmoins, un des sujets sur lequel moi je me suis battu et sur lequel on travaille avec les équipes, c'est d'expliquer que le salaire, ça ne fait pas tout. Le salaire, c'est qu'un élément de la proposition de valeur, c'est qu'un élément du niveau d'engagement
on le sait tous, hein, moi je peux t'augmenter, mais tu vas être content au moment. Tu vas être content au moment où tu seras augmenté, mais derrière, tu retournes dans ton quotidien, etc. Et donc, ce qu'on a essayé d'apporter en matière de transformation, c'est de se dire, il faut qu'on mette le paquet sur les conditions de travail. Et il faut rétablir, je dirais, un équilibre entre la dimension économique et les conditions de travail. Sachant que les conditions de travail, c'est des sujets qui sont très larges. Hein. Est-ce que je suis dans un environnement qui est sécurisé ? Est-ce que je suis dans un environnement où j'ai les outils pour faire le travail qu'on me demande ? Est-ce que mon manager qui joue un rôle essentiel dans mon activité est formé pour être manager et m'accompagne au quotidien, etc., etc. Et donc ça nous a amené avec les équipes à travailler sur un accord qu'on a négocié avec les partenaires sociaux à l'échelle nationale autour de la qualité de vie et des conditions de travail. Ce qui est intéressant, là, on sera à la fin du mois là, à 2 ans, à notre anniversaire de 2 ans de signature. Et depuis, il y a eu pas mal de réalisations dans les établissements. Ce que j'allais dire rapidement, c'est que ce qui était intéressant, c'est qu'à la base, je te posais cette question pour qu'on te challenge sur le pourquoi, mais c'est que tu l'as tellement bien expliqué que en fait, le pourquoi n'a plus de sens. Hein. Parce que tu l'as très bien évoqué. Le truc, c'est que en réalité, on est tous patients, potentiels. Et quand j'entends ce discours, je me dis, c'est rassurant parce que ton discours, il est authentique. On voulait un talk show sans bullshit, sans blabla. Tu es venu et tu as répondu aux questions, même à des presque questions... un slogan, tu es venu, tu as répondu. Vini, répondit-tu. et en réalité, déjà, merci pour ça. Donc, tous les patients potentiels que nous sommes, je pense qu'ils auront ce même sentiment. Je pense que les personnes qui travaillent chez Ramsay peuvent être fiers d'avoir des leaders comme toi dans leur organisation parce que vous donnez une bonne image en réalité. Clairement, ouais, vraiment. Ça, on peut le dire. Et évidemment, il y a tous les start-upers et toutes les personnes que tu as malmenées. Non, et tous les industriels de la santé qui nous regardent. Et justement, tiens, à ce sujet, quel conseil tu pourrais donner aux industriels de la santé, que ce soit une start-up, une PME ou Laurence demain ou un grand groupe pour entretenir un vrai partenariat avec des hôpitaux ou avec un groupement de cliniques. Je ne parle pas forcément de Ramsay, mais au sens large. Quel est le conseil ou la clé pour pouvoir développer un vrai partenariat ? Écoute, si je pouvais en donner 2, le premier c'est l'écoute, parce que je pense qu'on a tous des bonnes idées, mais il faut pouvoir écouter et comprendre dans quelle mesure mon idée ou les idées elles peuvent répondre à des attentes, à des besoins. Et je pense que ça commence avant tout par là. En gros, ce que tu dis, c'est que parfois les industriels de la santé n'écoutent pas assez les dirigeants des hôpitaux, des cliniques, et ils développent leurs produits ou leurs solutions tout seuls dans leur coin sans faire appel à vous ou sans vous consulter, en fait. Waouh, c'est encore le cas parce que ça fait quand même un petit bout de temps là, que je commence à graviter, même toi David, j'ai quand même l'impression que ça s'est corrigé avec le temps, que ça a été... Non, ça c'est toujours pas compris. Il faut que tu écoutes. J'écoute. Là, je pense qu'on a encore un peu de travail. Il y a encore un peu de travail là-dessus. Ok, très clair. Alors ça, et après, le deuxième, qui est un peu, pour revenir au pourquoi, et qui est peut-être... C'est toujours remettre, je dirais, la finalité au-dessus de tout, et de se dire, mais en quoi est-ce que... la finalité, tu l'évoquais, hein, David, c'est le patient. Et dans ce que je fais, comment ça concourt à améliorer la qualité de prise en charge, comment ça concourt à répondre à des enjeux qui dépassent, je dirais, mon simple périmètre. Je pense que c'est important. Très clair. On passe sur la petite séquence totem.
Allez, donc on inaugure une petite séquence totem. On t'a demandé d'apporter un objet totem, donc je te laisse le dévoiler. Il n'y a pas de roulement de tambour. On a peur. C'est vrai qu'un taser, c'est ça, c'était. Ils veulent pas baisser leur prix. Alors, attention. Écoute, je sais pas, il faut que je fasse ça. On peut la montrer. Alors, qu'est-ce qu'on a avec nous là? Il a fait les JO, voilà. Iron Man. Tu es finisher d'Iron Man. Wow. Donc il y a 10 ans. Wow. Il y a 10 ans, j'étais à Zurich. Je suis impressionné. Le 27 juillet 2014 et j'ai fait mon premier et mon unique Iron Man. Ok. Voilà. Et pourquoi j'ai amené ça? Je l'ai amené. Pourquoi? Tu vois, on revient pourquoi. J'adore cette philosophie. Ouais. Pourquoi j'ai amené ça? En fait, c'est pas tant l'épreuve sportive en tant que telle. C'est tout ce que ça m'a appris autour de l'épreuve sportive. J'allais te poser la question. Objectivement, avec du recul, les 3 km 8 de nage, les 180 km de vélo et les 42 km de course à pied, limite, je l'ai vécu comme une libération. Honnêtement, c'est pas ça que je retiens de cette médaille. Mais cette médaille, en fait, elle matérialise les 6 mois qui ont précédé l'événement. Et déjà, si je vous fais un peu très rapidement, et après je vous laisserai me poser des questions, mais très rapidement, moi, un an avant la date du 27 juillet 2014, si tu m'avais dit « Ouais, Jamel, tu vas faire un Ironman », mais j'aurais dit « Mais même pas en rêve, mais jamais de la vie ». Moins d'un an du coup pour préparer. Wow. Ouais, et moins d'un an avant… Tu avais fait des marathons déjà, je suppose. Marathon, si tu veux, mais là, si tu veux, pour moi, c'était le truc ultime, inatteignable pour les professionnels, etc. Donc, je me suis dit, le truc impossible. Donc, ça me rappelle le fait que, quand même, quand tu décides de faire un truc et que tu t'en donnes les moyens, potentiellement, tu peux faire des choses que tu n'imaginais même pas faire. Et moi, vraiment, ça a été une leçon de vie, parce que j'ai dit, waouh. Mais en fait, c'est à un moment donné, il faut le décider. À un moment donné, il faut le décider. Et quand tu le décides, tu étais en capacité de t'organiser, d'organiser ta vie. Et j'y reviendrai parce que c'était ça, en fait, la période la plus difficile. Donc, le fait de se dire que je peux faire des choses que j'imaginais absolument pas, ou que j'imaginais impossible. Donc ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est la notion de discipline. Pendant 6 mois, j'ai pas eu de vie sociale. Okay, j'ai des copains qui m'appellent, jamais tu viens, barbecue, etc. Non, demain je peux pas, j'ai 5 heures de vélo. Et pendant 6 mois, j'étais coupé. Avec la famille aussi. Ouais. Ma famille, je la voyais très peu. J'avais deux choses dans ma vie. J'avais le boulot et le sport. Et ma vie, elle tournait autour de ça. Je voyais plus ma famille, je voyais plus mes amis, mais j'étais dans une bulle pendant 6 mois. Et quand je parlais de discipline, et encore une fois, même encore aujourd'hui, j'y pense et des fois j'y réfléchis. On sent que tu vis, ouais. Ah ouais, non, mais c'est une expérience en réalité. Pendant ces 6 mois, j'avais un plan tous les dimanches soirs. J'avais un plan sur la semaine où j'essayais, en fonction de mes déplacements, de mes rendez-vous, dire je vais me lever à 5 h du matin, je vais courir. Wow. Le soir, j'irai à la piscine à 21 h, etc. J'avais 5 à 7 séances de sport dans la semaine à Calais. Et tous les dimanches soirs, c'était ma routine. J'avais mon plan et je déroulais mon plan. Donc, cette notion de discipline et de se dire j'écris. Ouais, non, mais c'était vrai. C'était un peu il fallait pas réfléchir en fait. Il fallait juste écrire et se dire je fais. Et quand la séance elle arrive, c'est pas il pleut, je suis un peu fatigué, j'ai mal. Non, il faut faire. Il faut faire. Quelle notion de vie. Mais du coup, ça me posait la question du pourquoi t'en as pas refait un autre derrière. Parce que si je te réponds à la question si tu veux bien. Je veux juste terminer sur le dernier point et je te répondrai. Le dernier point, c'est que ce que j'ai appris aussi, c'est qu'en réalité, ça peut paraître, au regard de ce que je vous décris, être un sport très individuel, un sport un peu égoïste, au regard de ce que j'ai décrit. Néanmoins, je me suis rendu compte que si j'avais pas autour de moi un environnement qui me permette de faire ça, j'aurais pas pu le faire. Ma femme, le soutien de ta femme. Ma femme, c'est à elle que je dois. La médaille, c'est sa médaille. On avait dit pas de bullshit. Ouais, non, c'est pas de bullshit. Non, je te jure, c'est vrai, mais je le pense sincèrement. Ma femme, elle m'a dit, c'est un projet.
on s'organise en conséquence, etc. Si elle ne m'avait pas autorisé à faire ça, et si ma famille et mon entourage n'avaient pas permis, j'aurais pas pu le faire. Donc moi, j'ai une énorme reconnaissance vis-à-vis de mon environnement qui m'a donné la possibilité de faire ça. Pourquoi j'en ai pas fait ? Parce que même si l'exercice en tant que tel, in fine, c'était une forme de libération, parce que j'étais préparé pour ça, et le jour où l'événement est arrivé, je l'ai déroulé, les 6 mois en question, c'était dur. Très dur, ok. Les 6 mois. L'Ironman, il n'est pas dur. Les 6 mois qui précèdent, c'est très, très dur. Et ça m'obligeait à une hygiène, à une discipline qui est difficile à maintenir sur la durée avec le job que j'ai. Donc voilà. Mais je t'avouerai que c'est marrant que tu me poses cette question, parce que en reprenant l'objet hier soir, parce qu'il est bien rangé à c'était la rapide, maison. parce que quand on t'a posé la question, tu as su tout de suite que c'est venu instinctivement en fait. Mais en regardant ça hier soir, je me dis, mais 10 ans, bientôt la cinquantaine, ça me botterait bien de me remettre un défi comme ça. Bon, voilà, David, dans un an, on fait avec Jamel un Ironman. Moi, j'ai fait 5 marathons. Déjà, je connais la préparation pour un marathon. C'est déjà des sacrifices. Un Ironman, c'est stratosphérique. Non, mais c'est énorme, c'est incroyable. De fou. Et tu as gardé aujourd'hui un équilibre avec le sport quand même, parce que du coup, c'est vrai que tu travailles beaucoup, intensément. Moi, c'est super important pour moi, parce que c'est mon sas de décompression. Et tu les cales à quel moment ? Tu arrives à... Quand je peux. Pas de manière aussi soutenue. Non, pas de manière aussi soutenue, mais j'essaye de caler ça. C'est un moment le week-end pour retrouver les copains quand on fait un tour de vélo. La semaine, c'est un moment... Moi, avant de démarrer une journée, j'adore aller courir un peu. Je prépare ma journée, etc. C'est un vrai moment où j'évacue, d'une part, mais où je me ressource aussi. Ok. Ça, c'est l'équilibre, c'est une vraie question. Tu ne te laisses pas trop déborder. Tu arrives à laisser le travail au travail, à la porte de chez toi. Une fois que tu rentres chez toi, tu laisses le travail dehors ? Oui, j'y arrive. Parce que je considère que je suis suffisamment impliqué pour me permettre, quand je suis à la maison, de pouvoir me dédier à l'instant présent et aux personnes qui m'entourent. Et tu t'occupes de tes filles le week-end. Le week-end, ah oui, c'est vrai. On s'était parlé. Ouais, j'essaie de... Toi, tu arrives à le faire, toi, David ? Toi, tu laisses pas trop le travail finalement à la porte de chez toi, il est un peu tout le temps. Non, j'ai toujours travaillé. Ma vie, c'est le travail en fait. Alors, j'ai ma famille. Ils savent que ça fonctionne comme ça, mais en fait, quand tu choisis la vie d'entrepreneur, tu as toujours. Enfin, en tout cas, moi, j'avais la peur d'échouer en fait. Et si tu échoues, t'as pas de rémunération et t'as pas le chômage derrière en fait, hein. Donc c'est une pression qui est colossale, hein, sur les épaules des entrepreneurs. Et puis en réalité, même si j'ai vendu Strammer et que aujourd'hui je suis plus apaisé d'un point de vue financier, j'ai gardé cette façon d'être. Donc en réalité, je travaille tout le temps. Enfin, je travaille. Tu te fais plaisir. Ouais, c'est ça, c'est les deux. C'est Est-ce que tu te fais plaisir Jamel, dans ton travail ? Moi, j'adore. Ok, ça c'est beau ça. Et toi, Myria ? Je me fais plaisir aussi actuellement, mais j'ai pas encore atteint ce niveau de sécurité financière et j'ai encore ce stress. J'ai ce stress financier forcément parce que là on est dans la première année d'exercice, ça se passe pas trop mal, mais oui, j'ai ce stress financier et je sais que ça me fait peur, quoi. Mais d'ailleurs, ça t'a jamais titillé l'appel de l'entrepreneuriat ? Toujours. Ah ! Et alors, qu'est-ce que tu lancerais comme boîte si tu devais en lancer une ? D'ailleurs, dans la santé ou pas dans la santé ? En fait, ça m'a titillé au début quand je suis arrivé sur le marché du travail. Après, les choses, elles se sont faites un peu de manière, je ne vais pas dire de précipitée, mais elles se sont enchaînées sans que je puisse vraiment me donner la liberté de choisir.
Je sais pas, aujourd'hui, j'ai l'impression que, je sais pas, je regarde David qui s'y connaît parfaitement. Je sais pas si c'est un peu trop tard ou s'il y a un. Je sais pas. Je me sens un peu. En fait, on fait souvent une association start-up égale jeune. Mais la réalité, c'est que ce que je constate, c'est que les jeunes, ils font d'abord une expérience, voire 2 dans des grands groupes avant de démarrer une entreprise. Ouais. Et donc, en réalité, dans les startups, ce que je constate, il y a plus de personnes qui ont 45-50 ans que 25 ans, en réalité. Et en réalité, c'est un peu la même chose que pour l'Ironman. C'est si on décide de s'y mettre, on met tout en place. Et on déroule. Et on déroule. Alors après, bien évidemment, le succès n'est pas forcément toujours au rendez-vous. Et c'est aussi ça, la part d'incertitude du start-upper. Mais je pense que tu as toutes les qualités requises pour pouvoir réussir une telle entreprise. Moi, en tout cas, j'en suis intimement convaincu. Et puis même à ce niveau-là aussi de management, je pense que c'est déjà une forme d'entrepreneuriat. Parce que tu as les rênes finalement d'une grande boîte. Alors, il y en a qui arrivent à ce niveau-là et qui font travailler les autres et qui regardent et qui relèvent les compteurs. Donc, c'est pas forcément... Mais dans le cas de Jamel, tu sens qu'il met les mains dans le cambouis. Mais oui, parce qu'en réalité, tu as certaines personnes qui sont dans les organisations qui sont tellement élevées qu'ils ne savent plus travailler seuls parce qu'ils ont... une multitude de personnes qui travaillent pour eux. Et donc, on voit que Jamel, il est vraiment très impliqué dans l'opérationnel et franchement, encore une fois, ça fait plaisir à entendre. En tout cas, moi, j'étais ravi de faire ce talk show avec toi, Jamel. J'ai peut-être une dernière question justement là-dessus. Une dernière question. C'est quoi la suite ? La suite. Bon, on va les manger. Ça, c'est très pragmatique. J'adore comme approche. Non, la suite. Moi, je pense que vraiment, quand je te disais j'adore, ce que j'adore, c'est que là où les gens considèrent que le secteur de la santé a du mal à évoluer, à muer, en réalité, moi, j'ai le sentiment que c'est en permanence en transformation. Et du coup, le fait de se dire, on participe à ces transformations, à des nouveaux modèles d'organisation, de prise en charge, mais c'est génial. Et toi, à titre perso, est-ce qu'il y a une suite chez Ramsay? Who knows? En dehors? Ok, who knows? On finira là-dessus, David. Peut-être tu voulais rajouter quelque chose ou on est bien? Non, c'est super. Meria, merci beaucoup de m'avoir de nouveau invité pour ce... C'est pas invité, c'est co-animé. J'y tiens absolument à ça. Sans David, j'aurais jamais pu échanger avec quelqu'un du niveau de Jamel. Donc, merci David, merci Jamel, forcément. Moi, je vous remercie. C'était très, très sympa. Vous me l'aviez dit, tu me l'avais dit, David. J'ai beaucoup apprécié... comment dire, la liberté d'échange et puis les thématiques que vous avez abordées. Et puis j'espère que les gens avec qui j'ai travaillé au début de ma carrière chez Ramsay comprendront les dynamiques qu'on essayait de mettre en œuvre. Mais c'était avant tout professionnel. Il n'y avait rien de personnel. Vous pouvez le voir. C'est quelqu'un de gentil. Il rigole. On les salue. Voilà. Merci beaucoup. Et puis on se dit à bientôt.